Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau contrepoint de la santé avec le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le champ de votre ministère est immense. Les solidarités, l'autonomie et la dépendance, les personnes âgées et les personnes handicapées. Vous intéressez aussi bien à la solidarité à la source pour réduire le non-recours aux prestations et renforcer l'accès aux soins, aux droits, qu'à la petite enfance, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Et c'est sur ce dernier point, les personnes âgées, que nous vous proposons de débattre. Vous avez d'ailleurs lancé le 11 octobre dernier le CNR Bien Vieillir, le Conseil national de la refondation. En 2030, c'est-à-dire demain, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Alors, les sujets sont nombreux et les enjeux colossaux. Quelle méthode pour enfin passer du constat, c'est vous qui le dites, pour enfin passer du constat à la mise en œuvre des solutions? Une grande loi ou des lois, des petites lois? On a vu que le débat au Parlement est manifestement un peu difficile en ce moment. L'implication sociétale et le maintien à domicile, le financement, l'attractivité des métiers, bien évidemment, et la revalorisation des rémunérations, les EHPAD, la maltraitance et aussi la citoyenneté et le lien social. C'est sur tous ces points qu'on va débattre, vous interroger avec Pascal Morel et Renaud Degas. Pascal, première question. Oui, vous êtes Jean-Christophe Combe, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le ministre du social et de l'humanitaire. Ça tombe bien puisque vous étiez à la Croix-Rouge française dans cette grande institution. Nous voulons vous interroger d'abord sur la méthode, parce que vous avez dit au CNR Bien Vieillir que tout avait déjà été essayé, qu'il y avait beaucoup de rapports, etc., mais que vous avez peut-être une nouvelle méthode, peut-être celle d'Henri Dunant à Solferino, dans les champs de bataille. Quelle est la méthode que vous pourriez appliquer, voire appliquer, pour effectivement nous sortir d'une situation qui est quand même ancienne, avec beaucoup de propositions qui ne sont jamais réalisées? Monsieur le ministre. Bonjour à tous, alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, lorsque j'ai lancé la fabrique du bien vieillir, l'objectif, conformément à la demande du président de la République, c'était vraiment de mettre en place une nouvelle méthode qui permette en fait d'associer beaucoup plus largement les citoyens, la société, les personnes concernées à ces questions de bien vieillir. Effectivement, ces questions, elles ont déjà fait l'objet de nombreux rapports. Tout est sur la table, des propositions, des constats. D'ailleurs, on me reproche souvent d'avoir lancé une énième concertation. Je pense simplement qu'il est important, au regard des enjeux de la transition démographique, qu'aujourd'hui, en fait, ce débat, il soit vraiment dans le cœur du débat public et qu'il concerne directement les citoyens, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas juste une question médico-sociale, c'est pas de savoir comment on va vieillir en EHPAD ou à domicile, c'est vraiment la place notre société laisse aux personnes âgées. C'est la façon dont on vieillit, c'est la place des seniors, c'est le regard qu'on porte aussi sur le vieillissement. Oui, encore qu'on y reviendra, mais savoir comment on va terminer, faire sa vieillesse, dans le fond, dans un EHPAD, à domicile, etc., c'est quand même important. Ce sera sans doute le centre de notre interrogation, de nos interrogations. Simplement, Philippe va vous interroger plus précisément sur la loi. Est-ce que on reconnaît certainement votre expertise? Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment, en découvrant l'Assemblée nationale, comme ministre, est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition pourrait vous faire plus crédit que sur ces questions sociales, qu'il pourrait y avoir des formes de consensus, alors que nous vivons dans des périodes de 49.3, enfin, etc. Plusieurs choses. La première, c'est que je ne suis pas un politique. Vous l'avez dit, je viens de la société civile et donc je viens aussi, je pense, avec le crédit de l'expérience, des constats nourris, des constats du terrain. Et donc je pense que c'est une dimension qui est importante dans les discussions que je peux avoir avec l'ensemble des députés de l'ensemble des partis politiques. Je pense aussi que sur ces questions sociétales, on peut trouver des majorités. On peut créer un consensus. Et d'ailleurs, comme on y a fait référence tout à l'heure, je pense que l'ensemble des rapports et des propositions qui ont été faites jusqu'à présent marquent quand même une vision, un consensus, le virage domiciliaire, la médicalisation des EHPAD, le nécessaire changement de regard sur le vieillissement, la participation des personnes âgées, le lien social, bref, des sujets qui, à mon sens, peuvent faire consensus. J'ai expérimenté hier soir à l'Assemblée nationale, puisque je me suis couché assez tard, puisqu'on a lancé des discussions autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le premier article sur la branche autonomie a été voté. Il a été enrichi par des amendements de l'opposition. Pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Donc, moi, j'ai bon espoir
d'arriver à les convaincre et de converger vers une vision commune. Mais comme le disait Pascal, ça fait longtemps, enfin ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir une avancée. Alors ça avance un petit peu quand même, mais une vraie avancée dans l'autonomie, la prise en charge des personnes âgées. Mais sur votre méthode, à votre avis, alors vous êtes quelqu'un du terrain, mais avant de parler de la loi, pourquoi ça va changer? Pourquoi vous allez réussir, vous, là où beaucoup ont échoué? Ça va changer justement parce qu'on a cette matière. Alors, juste reprendre, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vous rappelle qu'il y a eu la création de la cinquième branche. C'est quand même une cinquième branche de la sécurité sociale. On va parler de son financement tout à l'heure. Avec des financements dont on parlera tout à l'heure. Il y a eu un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre du PLFSS 2022, qui ont été introduites pour, là aussi, prendre le virage domiciliaire, renforcer et transformer nos EHPAD. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais vraiment la différence, c'est de se dire, vraiment, ce débat ne doit pas être un débat écosystémique, ça ne peut pas être qu'un débat d'experts, ça doit être un débat de la société dans son ensemble, si on veut que les choses avancent. Et c'est ça la différence. Et la différence aussi, moi, mon objectif dans les mois qui viennent, avec le Conseil national de la refondation, c'est de clore en fait cette période de constat, d'élaboration de propositions, et c'est de sortir avec un plan d'action, de converger vers une vision, vers un plan d'action, un agenda et des financements pour mettre en œuvre cette vision dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment du concret. Alors une loi ou des petites lois. Quand on discute avec les gens qui travaillent dans le secteur, ils veulent une grande loi, un peu pour clarifier plein de choses, pour mettre un peu, aligner tous les acteurs. Vous avez dit la loi, ni tabou ni totem, mais une approche pragmatique. Vous venez d'expliquer comment. S'il faut une loi grande ou petite, nous ferons une loi. Alors, d'aucuns disent aussi au Parlement, une grande loi, vous risquez c'est plus difficile à faire passer qu'une petite. Alors, vis-à-vis de la loi, ça importe beaucoup pour les spécialistes du secteur. Il y aura une grande loi ou pas? Non. Je l'ai dit, ni tabou ni totem. Je préfère parler du contenant avant de parler du contenu. La loi, c'est un véhicule, c'est un support. Donc si à la fin du CNR, on décide et on considère, qu'il y a des mesures de niveau législatif à prendre, eh bien, on les prendra. Si on considère que la loi peut être un vrai levier de transformation de la société pour embarquer la société, eh bien, on fera une grande loi ou une petite loi. On continuera à enrichir nos PLFSS. Mais vraiment, là, je veux vraiment, dans les mois qui viennent, avec l'ensemble des citoyens, me concentrer sur le contenu avant de décider comment on le portera. Et si c'est une bonne loi, j'ai pas de crainte de me présenter devant le Parlement. Je suis persuadé qu'on convergera. C'est quand la fin du CNR bien vieillir? Mai 2020. En mai 2023, on aura ce plan, cette vision, et on aura décidé si il faut... CNR qui est transpartisan. Vous avez quelques membres de... transpartisan. Il y a des gens de tout le monde. Il y a des gens de la NUPES. Il y a des gens... des républicains, de la majorité. C'est important. Monsieur Combe, quel est le lien, précisez-nous les choses sur le plan un peu technique, le lien entre le CNR bien vieillir et l'autre CNR, celui mené par les autres ministres Santé, oui, par Mme Firmin Lebaudot et par évidemment François Braun. Santé ou même transformation écologique, enfin, il y a des passerelles, et donc on va organiser des ateliers communs sur des sujets qui sont communs. La santé, par exemple, vous savez que le premier axe de mon CNR, c'est celui de la prévention et de l'adaptation de la société. Donc forcément, il y aura un travail avec François Braun, avec le CNR Santé, de la même façon sur la transition écologique, sur l'adaptation aussi des bâtiments, des logements, des transports. Tout ça, on le travaillera avec mes collègues Christophe Béchu notamment. Dans la solidarité comme dans la santé, le mandat pourrait être marqué par la prévention. Vous savez quand même, enfin vous savez ou vous le savez, mais le précédent mandat du président de la République a été très marqué par le 100% santé. Là aussi, il y a quand même une volonté de... dans le 100% santé, on voit bien une approche de prévention pour les personnes âgées, etc., notamment l'audition, enfin, etc. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu le même type de démarche. Et qu'est-ce que vous ferez plus précisément pour les personnes âgées, pour la solidarité, mais aussi les jeunes, enfin, etc., la prévention des vulnérabilités. Voilà, dans la société, c'est cette vision sociétale que vous avez. Comment ça va se mettre en place? C'est ça la question qu'on se pose. Mais merci à Philippe Leduc de préciser les questions. Parfait. L'idée, c'est vraiment de systématiser en fait cette approche, c'est-à-dire de ne pas prendre que des objets comme ça ponctuels, c'est vraiment d'en faire une approche systématique. Moi, je le dis souvent, bien vieillir, ça commence dès le plus jeune âge.
dès l'enfance. Et c'est le lien d'ailleurs avec l'ensemble de mon portefeuille qui va de l'enfance jusqu'au grand âge. Et c'est important qu'à chaque moment de la vie, on puisse accompagner l'ensemble de nos citoyens. Et tout au long de cette vie aussi, de lutter contre les inégalités. Vous l'avez dit, les inégalités en santé, on sait qu'on n'a pas tous le même accès forcément aux soins, et notamment à ces questions de prévention. Et donc c'est important de lutter tout au long de la vie et de mettre en place en fait, des mécanismes qui permettent en fait, de bien vieillir, de retarder un certain nombre de maladies chroniques, de repérer le plus précocement possible les maladies neuroévolutives par exemple. Voilà, c'est vraiment de systématiser cette approche qui, on le dit souvent, n'est pas forcément le point fort du système de santé français. Oui, mais c'est pas facile, manifestement. Alors, qu'est-ce qui va faire le déclic? Enfin, c'est ce que fera le CNR, bien vieillir. Mais qu'est-ce qui, vous pensez, qui, dans la société, va faire en sorte qu'on va mieux bien vieillir? Et quelles expériences peut-être de l'étranger, notamment de l'Europe du Nord? On nous dit toujours que c'est mieux. Ben on va justement s'inspirer, et tout ça, ça va être le travail de remonter en fait des bonnes idées et de l'expérience du terrain. Je veux pas, j'ai pas mal d'idées effectivement. Vous parlez d'activité physique, moi je parle d'accès à la santé, je parle de pratiques aussi qui vont être meilleures pour le bien vieillir. C'est l'adaptation du logement, c'est l'activité de façon générale. Enfin voilà, moi je suis convaincu par exemple que le faible accès des seniors par exemple à l'emploi est quelque chose qui contrevient à ce bien vieillir. Voilà, c'est lorsque vous êtes trop tôt en inactivité, en retraite, de fait, vous vieillissez moins bien parce que vous êtes moins mobilisé, parce que voilà. Ça passe par des campagnes d'information aussi. Il y a tout un tas de sujets. L'obésité, par exemple. C'est des campagnes d'information, c'est l'assurance maladie qui va en lien avec ce qu'a proposé François Braun sur les différents âges de la vie, de pouvoir bénéficier de consultations, de pouvoir avoir régulièrement en fait, une évaluation de sa situation. Donc vraiment, c'est pouvoir d'être suivi tout au long de la vie. Le rôle des professionnels, alors les médecins, il n'y en a pas beaucoup, des infirmiers, des soignants, c'est ça? Il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. On va sans doute inventer aussi d'autres métiers il n'y en a pas beaucoup. Pour coordonner. Il va falloir qu'on en forme. Il va falloir qu'on donne envie d'accéder à ces Ah oui, on va revenir là-dessus. Il va falloir qu'on forme. Mais voilà, il y a sans doute aussi d'autres métiers à créer, je vous le dis, autour de l'évaluation, autour de la coordination aussi des soins, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir un étayage autour de soi qui corresponde précisément à ses besoins, tellement on a d'interlocuteurs. Je sais que vous avez eu un champ d'expérimentation original dans vos précédentes fonctions à la Croix-Rouge française, mais une question vraiment sur l'approche que vous avez pour les personnes âgées, entre les établissements intermédiaires, le domicile. On sait par exemple que dans l'Europe du Nord, tout est mis sur le domicile, et pas vraiment en France. On a mis pendant des années beaucoup de moyens sur les établissements. D'ailleurs, c'était aussi la reconversion des établissements, vous êtes d'accord, des établissements sanitaires vers des établissements médico-sociaux. Mais enfin, est-ce que ça pourrait changer avec vous, avec l'expérience que vous avez, l'expertise que vous avez? Surtout, moi, mon rôle, c'est de répondre à un besoin et à une attente. Aujourd'hui, près de 90% des Français veulent vieillir à domicile. Et donc, légitimement, le ministre que je suis doit répondre à cette attente. Et donc le virage domiciliaire, ça va être une réalité. Effectivement, il y a beaucoup d'expérimentations, et notamment que j'ai pu porter dans le cadre de mes fonctions précédentes, qui permettent en fait de coordonner des parcours, de coordonner aussi des services entre l'établissement et le domicile. On voit que les parcours ils sont pas linéaires, que parfois il faut faire des allers-retours, que on peut stabiliser une situation dans un établissement, qu'on peut faire bénéficier aussi de l'expertise, du savoir-faire des professionnels qui sont dans les établissements à domicile, qu'il n'y a pas d'ailleurs que le domicile et l'établissement, il y a de l'habitat intermédiaire. Tout ça nécessite des financements, bien évidemment. C'est le grand sujet. Le rapport Libault préconisait de prévoir 9 milliards à l'horizon 2030 pour le grand âge. Et dans une interview aux Échos, vous dites que ces 9 milliards supplémentaires, on les atteindra dès 2026, demain encore. Passant donc de 32,6 milliards en 2021 à 42 milliards en 2026. Alors comment vous faites ? Est-ce que vous prenez de l'argent de la CADES, que la cinquième branche, il y a un petit peu d'argent de la CADES qui va arriver, mais c'est assez modéré. Et cet argent, est-ce que ça va aller, à grand débat aussi, vers les structures ou vers l'attractivité des rémunérations et le personnel, comme le suggérait dans ce rapport Jérôme Gage ?
C'est le Parlement qui va choisir comment on va affecter ces ressources. Mais voilà, j'espère bien que le CNR nous donnera quand même mais elles viennent d'où ces ressources d'abord? Parce qu'on les a pas, les 9 milliards pour l'instant. À partir de 2024, vous aurez 2 milliards et demi, enfin presque 2 milliards et demi d'euros supplémentaires, qui viennent de la CADES. Une fraction en fait de CSG de 0,15 points qui est transférée effectivement de la CADES. Alors la CADES, à la branche de la dette sociale, qui va aller à la branche autonomie et donc qui va pouvoir financer. Si on considère, et la question des financements, elle sera inévitablement posée dans les mois qui viennent. Si on considère qu'il n'y a pas assez d'argent pour répondre aux besoins, eh bien, il faudra qu'on pose les choses sur la table. Question de notre modèle du financement de notre modèle de protection sociale, vous savez qu'elle fait débat aujourd'hui. C'est pour ça qu'au gouvernement, on souhaite pouvoir le plus tôt possible équilibrer le financement des retraites. Vous allez me dire quel est le lien entre les deux. L'idée, c'est pas de financer avec les cotisations retraite l'autonomie, mais c'est de faire en sorte que ce régime soit équilibré pour que derrière, on n'ait pas à trouver des financements complémentaires, alors on sait qu'on va avoir des besoins de financement sur le financement de l'autonomie. Donc, mais comment vous passez votre vision, parce que bon, c'est pas finalisé peut-être complètement, mais de 2,5 à 9 milliards en 2026. Dans les 9 milliards, on compte ce qu'il y a déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Vous êtes sûr d'avoir 9 milliards en 2026 Ce qui vient progressivement. On est sûr d'avoir 9 milliards en 2026 et pas en 2030. Donc, c'est mieux. On avance. En revanche, c'est pour la suite. Pour moi, c'est plutôt pour la suite que c'est questionnant. C'est-à-dire que ma question, elle ne s'arrête pas à 2026. C'est comment à l'avenir. Et on sait que la transition démographique, elle va s'accélérer. Donc, c'est plutôt pour l'avenir qu'il faut qu'on pense à ça. Et en fonction de notre niveau d'ambition aussi. Et donc on posera toutes les questions sur la table, va revenir le débat sur la question assurantielle, sur la mobilisation de financement privé. Assurantiel, c'est-à-dire le privé ou... Exactement. D'accord. Et quel est le rôle de la CADES, qu'on comprenne bien? Est-ce que la CADES, la CSG qui allait dans la CADES, qui a été prolongée, qui devait s'arrêter il y a longtemps, qui a été prolongée en 2033, est-ce que c'est la CSG qui va financer ces 9 milliards? C'est la CSG. En fait, il n'y a pas de lien autre avec la CADES que de prendre une recette qui était affectée à la CADES et qu'on affecte à la 5e branche. La CSG, c'est un impôt, absolument, ouais. Donc c'est une taxe, et donc elle va venir financer la 5e branche directement. Il y a un point qui est très sensible pour les personnes âgées et leurs familles, c'est les tarifs des EHPAD. Alors il y a des nouvelles données de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, qui montrent que les tarifs des EHPAD augmentent assez modérément, enfin tirés par le commercial, par les établissements commerciaux. Un commentaire? 2 commentaires. Le premier, c'est que je vous rappelle que l'augmentation du tarif, il est encadré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on est dans le privé commercial, il y a un taux maximum d'augmentation de ces prix, donc l'État contrôle l'augmentation des tarifs. Mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que l'offre en EHPAD soit la plus accessible possible. Je rappelle que c'est 75% des places qui aujourd'hui sont habilitées à l'aide sociale, donc c'est assez considérable. Néanmoins, deuxième partie de ma réponse, on aura de fait un débat sur la question du reste à charge et du financement pour les résidents et pour les familles de ces questions. Monsieur le ministre, après la crise des EHPAD que l'on a connue très récemment, vous nous direz un petit peu également des commentaires sur ce que vous faites pour que ça ne se reproduise plus. Enfin, c'est vraiment une crise qui a été médiatique, en tout cas considérable, mais enfin également une crise réelle. On nous dit, enfin ce rapport dit en substance rapidement qu'un établissement sur 2 serait fraudeur aux tarifs et qu'il y a quand même beaucoup de disparités territoriales. Un commentaire? Oui, alors la fraude est évidemment un combat permanent pour l'État. Le rapport auquel vous faites référence, il date de 2020, enfin de 2020-2021. C'est la direction de la répression des fraudes qui à regarder ce qui se passait, l'écart entre l'information et le service réellement rendu dans les établissements. Vous pensez que ça s'est amélioré? Depuis, je peux vous confirmer que ça s'est amélioré, et l'État et les services de l'État seront intraitables vis-à-vis des fraudeurs. Mais vous êtes engagé à contrôler toutes les EHPAD, les 7000 et quelques pour les 700 000 résidents. Vous en êtes où? Il y avait une information ce matin sur France Inter. Est-ce que ça avance bien? Est-ce que vous allez vraiment le faire? Qu'est-ce que vous constatez?
Oui, c'est un engagement qui a été pris par ma prédécesseur au début de l'année 2022 suite à l'affaire Orpea, donc contrôler dans les 2 ans les 7500 EHPAD que compte notre pays. C'est un engagement que j'ai repris lorsque j'ai été nommé. On mobilise, et les ARS en particulier sont très mobilisés pour assurer ce contrôle. Depuis, environ 600 EHPAD ont d'ores et déjà été contrôlés. 600 Voilà. sur 750. Donc sur 7500. Oui, 7500. Voilà. Je me disais, c'est beaucoup. Non. Il en reste pas mal. Sur 600 sur 7500. Donc voilà, c'est une vraie mobilisation. C'est plus de 500 agents qui sont mobilisés. On va en recruter 120 de plus pour pouvoir effectuer les inspections contrôles. Et donc c'est le niveau le plus important en fait de ces contrôles, parce qu'il y a 3 niveaux en fait dans les contrôles. Il y a un sujet sur lequel il faut qu'on vienne, parce que je pense qu'on est passé un peu vite, c'est l'attractivité et la revalorisation des métiers. Avant de passer la parole à Odile Peixoto, qui donnera des éléments d'un sondage sur les personnes âgées. Est-ce que vous aurez les moyens? C'est un sacré sujet quand même, ça, la revalorisation. On ne veut pas aller travailler dans les EHPAD, on ne veut pas faire dans les services sociaux. Enfin, il y a une vraie. Il n'y a pas que là, vous me direz. Il y a aussi à l'hôpital, il y a aussi dans l'éducation nationale. Mais comment revaloriser ce métier qui est difficile, qui est mal considéré, où les conditions de travail sont difficiles et où la rémunération n'est pas très importante? Vous avez une jolie phrase de Jean-Christophe Combe, je ne la retrouve pas, mais vous allez nous la redire, que vous rêviez, c'était votre rêve, d'avoir des jeunes, des gens qui veulent devenir soignants, qui veulent devenir médecins, qui veulent devenir travailleurs sociaux. C'était votre rêve. Alors, comment vous allez le réaliser, ce rêve? C'est un bon signe d'attractivité. Si demain, les enfants de ce pays veulent devenir aides-soignantes, vous rêviez d'être ministre? Pascal, oui. Tous les matins en me rasant, d'ailleurs. Vous voyez comme c'est réussi. Non, je pense que la réponse est dans votre question. L'attractivité des métiers, c'est tout un tas de sujets. C'est d'abord effectivement la façon dont on parle de ces métiers, le sens qu'il y a derrière, la représentation qu'a la société de ces métiers, et ça c'est extrêmement important. C'est évidemment la question salariale, et je vous fais observer que cette majorité est celle qui aura le plus augmenté et abordé en fait cette question des salaires. Le Ségur de la santé, c'est 12 milliards d'euros. 4 milliards d'euros en année pleine juste pour le médico-social, et donc c'est considérable. Et on voit que c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de retard et qu'il faut sans doute aller plus loin. C'est pas suffisant aussi parce qu'il y a tout un tas d'autres sujets qui concernent l'attractivité. C'est la qualité de vie au travail, c'est les parcours professionnels, c'est la formation. Enfin, voilà, c'est tout un tas. On n'est pas loin de votre champ d'intérêt. Mais enfin, quand on écoute les pédiatres qui disent effectivement qu'ils sont extrêmement inquiets, qu'ils manquent de... Comment manque-t-on de pédiatres? Quand même, ça c'est un beau métier, non? Alors, malheureusement, on ne manque pas que de pédiatres, on manque de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants. Voilà, tous ces métiers en fait, de l'accompagnement, du soin et du lien. En fait, il faut donner envie, il faut recruter massivement. Parce que voilà, et ça prend du temps. C'est-à-dire que là, même si aujourd'hui on appuie sur un bouton et qu'on dit, que j'explique quand je dis que je vais recruter 3000 infirmières dans les EHPAD l'année prochaine, on dit c'est pas assez. Enfin, on peut comprendre. Mais il faut les trouver, il faut les former. On peut comprendre quand un enfant nourrisson atteint de bronchiolite, je ne parle pas de cas personnels. On peut être effectivement inquiet de voir que votre enfant n'est pas pris en charge à Paris dans un établissement qui est réputé, ou dans des établissements réputés de pédiatrie. Enfin, on comprend quand même l'impatience des gens, non? C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les personnes âgées, à domicile, en EHPAD. L'histoire de la bronchiolite, c'est là où on voit quand même l'importance de la prévention. Parce qu'on peut la prévenir, la bronchiolite, avec des masques, avec des mesures de distanciation, etc. Donc ça revalorise encore ce besoin de prévention en France qui n'est pas assez développé. Je vous propose d'écouter Odile Peixoto de BVA sur un sondage qu'a fait BVA auprès des Français sur les personnes âgées. Bonjour à tous. Donc oui, ce sondage, c'est la première édition du baromètre des idées reçues sur les personnes âgées, qui a été commandité par la Fondation Mutac, qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, qui est placée sous l'égide de la Fondation de l'Avenir sur la recherche médicale. Alors, le baromètre est très riche. C'est le regard, en fait, de l'ensemble des Français sur les personnes âgées, au travers du regard de 6 générations, puisqu'on a analysé par dizaines, en fait, le point de vue des différentes générations. Je vais aller très vite puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Donc 5 enseignements majeurs. Premier enseignement, les évocations spontanées, tout simplement. En spontané, on a posé la question aux Français. Le vieillissement, pour vous, c'est quoi?
Et on voit que 66% des Français citent des choses négatives. Donc, le premier constat, c'est que vieillissement évoque des choses négatives. Il n'y a que 23% des Français qui sont quand même capables de citer des évocations positives. Deuxième enseignement, on a quand même une société qui est clivée sur la perception du regard que la société porte sur les personnes âgées. Si 65% jugent que ce regard est respectueux, on a quand même 33% qui le jugent méprisant. Si 55% le perçoivent comme attentif, bienveillant, 36% pensent qu'il y a un regard totalement indifférent, etc. Alors, il y a effectivement un consensus sur un certain nombre de faits, c'est-à-dire les personnes âgées ont beaucoup de choses à nous enseigner, 94% sont d'accord. Elles sont utiles à la société, 89% sont d'accord. Vieillir permet d'envisager la vie avec sagesse, 77%. Mais on a quand même 36% des Français qui jugent qu'on s'occupe bien des personnes âgées en France. Donc là, il y a quand même un véritable problème. Alors évidemment, on est aussi il faut quand même le souligner, on est dans un contexte, ce sondage se situe assez proche en fait de la sortie du livre Les Fossoyeurs, donc il peut mettre l'accent quand même là-dessus. Peut-être que l'année prochaine, puisque c'est un baromètre, lors de la prochaine édition, on verra une amélioration sur ce point. Alors on a quand même 68% des Français pour qui vieillir fait peur. 45% les rides, les cheveux blancs, ça crée des complexes. 43% vieillir, c'est un frein à la vie sociale. Donc on a vraiment des clivages qui méritent quand même d'être signalés. On a une petite tendance émergente alors j'en parle parce qu'elle est très très marquée aux États-Unis avec le transhumanisme, etc. On a 13% des Français qui pensent que vieillir c'est une maladie et que 26% pensent que la médecine un jour viendra à bout du vieillissement. Donc ça c'est aussi une petite tendance, un petit signal faible à suivre. Troisième enseignement, les Français en fait pensent que 41% des Français sont en perte d'autonomie. Or, ça n'est que 15% quand même des 60 ans et plus. Donc on a quand même un décalage entre la perception et la réalité de ce que sont les seniors en France. Quatrième enseignement, 20% des Français ont souffert d'agisme et je rejoins ce qu'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure. Donc, dans un cas sur deux, c'est dans le milieu professionnel que ça se déclenche. Et donc, on peut dire qu'il y a un effort à faire pour que le milieu professionnel soit plus inclusif vis-à-vis des seniors. Dernier enseignement, le baromètre est plus riche, mais en spontané, on demandait aux Français, pour bien vieillir, qu'est-ce qu'il faut ? Et on s'attendait à avoir la santé et l'autonomie arriver en premier, c'est le lien social. Alors notamment d'ailleurs pour les plus jeunes générations, le lien social est fortement cité, mais enfin c'est le premier pour 34%, arrive derrière la santé, 32%, et les moyens financiers avec 28%. Donc, et tout ça étant du spontané. Donc voilà en quelques mots les enseignements principaux de ce sondage. Merci Odile. Quelle réaction ? Qu'il y a du travail, que vieillir, c'est un problème. Alors vous avez de la chance que vous avez les cheveux blancs, mais vous êtes jeune. Donc vous avez pris de l'avance. Et Philippe a les cheveux noirs, mais pas de commentaire. Non, ce que ça montre, c'est que voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'approche CNR. Pourquoi ? Parce que c'est une question de changement de regard. Moi, mon objectif, c'est de faire vraiment du vieillissement un futur désirable. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait cette représentation du vieillissement. Ça montre que c'est notre société en fait qui doit évoluer, qui doit faire une autre place et porter un autre regard sur le vieillissement. Et je pense que c'est plus important encore que de parler de l'évolution de l'offre sociale, médico-sociale. Je trouve que l'enseignement il est très très clair, quoi. 2/3 des Français qui ont une vision négative du vieillissement, c'est extrêmement grave. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est quelles sont les attentes, les aspirations aussi de ces personnes âgées. C'est très intéressant que ce soit le lien social. Moi, je milite et je pense que c'est en lien qu'on peut bien vieillir, et c'est un élément essentiel. Vient ensuite la santé, et puis seulement en troisième position, les ressources. Et donc ça nous dit
vers où on doit prioritairement travailler. Vous, Jean-Christophe Combe, qu'est-ce que vous retenez du rapport et des propositions qui ont été faites de manière également transpartisane par Mme Iborra et Mme Fiat? Qu'est-ce que vous retenez? 31 propositions sur le grand âge. Franchement, il y a eu des dizaines de rapports. Vous citez celui-ci, il y en a eu d'autres. Il y a eu un rapport sénatorial cet été. Il y a eu tout un tas de missions, El Khomri, Libo, etc. Tous portent des propositions qui sont extrêmement intéressantes. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Je tiens à le préciser. Et ça nourrira et ça va nourrir toutes nos réflexions autour du CNR. Et on aura à cœur de mettre en cohérence l'ensemble de ces propositions et de les mettre en œuvre. Je voudrais vous interroger sur la grande pauvreté, c'est aussi votre champ, la grande exclusion. Quelle est votre approche, l'investissement social? Vous avez eu une phrase, vous avez dit qu'il faut aller vers, ça veut dire quoi? On ne l'a pas fait jusqu'à présent? Il faut aller chercher les personnes qui sont très éloignées du système. C'est l'une des priorités de la stratégie, du renouvellement de la stratégie de lutte contre la pauvreté que je veux porter, s'occuper des personnes qui sont très très exclues. Je ne pense pas qu'on puisse faire reculer durablement la pauvreté dans notre pays si on ne s'occupe pas des gens qui sont très pauvres. On peut la faire reculer définitivement. Ici à Paris ou ailleurs, on n'en a pas l'impression. C'est un combat extrêmement fort chez moi. Je l'ai fait quand j'étais à la Croix-Rouge dans d'autres dimensions. Ça, je n'en doute pas. J'en suis convaincu. Je ne vais pas me résigner. Je ne serais pas là si je pensais que ce n'était pas possible. Oui, Monsieur Combe, on ne doute pas qu'à la Croix-Rouge, c'était votre mission. Pour autant, est-ce que ce gouvernement, est-ce que c'est sa mission de lutter contre la grande pauvreté? Oui. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Vous aurez observé que les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire font de la France l'un des seuls pays d'Europe, l'un des seuls pays de l'OCDE où la pauvreté n'a pas explosé ces 2 dernières années. Au contraire, parce qu'on s'est concentré sur les ménages les plus modestes, les inégalités ont même reculé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et aujourd'hui, et vous l'avez vu sans doute dans ma feuille de route, le président de la République souhaite que cette stratégie de lutte contre la pauvreté, elle soit renouvelée, elle soit amplifiée. D'autant qu'il y a l'inflation. Qu'on continue à investir socialement, c'est-à-dire qu'on lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté et donc qu'on travaille et qu'on investisse sur l'enfance, qu'on lutte contre la grande pauvreté et puis qu'on accompagne aussi nos concitoyens les plus précaires, les plus fragiles dans la transition écologique. Il y a un sujet dont on peut ne pas parler. On ne peut ne pas en parler, l'inverse. On ne peut pas ne pas en parler. C'est la maltraitance. On est passé un peu rapidement. Comment on lutte contre la maltraitance, que ce soit en EHPAD, en établissement ou à domicile? Parce que c'est mal connu, c'est pas forcément bien dépisté. Quelle est votre action? Parce que c'est un vrai sujet et les personnes âgées, comme on l'a un peu vu dans le sondage, en souffrent. Là aussi, je pense que c'est un sujet qui est sociétal, qui est en lien avec la représentation que la société a du vieillissement et puis de façon plus générale des personnes vulnérables. Le regard, il doit changer sur les questions de la vulnérabilité. Et nous, en tant que société, on doit protéger les personnes vulnérables. Cela étant, suite au choc Orpea, 2 choses. Un choc de transparence, on en a parlé, et un choc pour lutter sérieusement contre la maltraitance. Ça commence par à en parler bien, encore une fois, de dire que c'est un sujet sociétal, parce qu'il ne faut pas stigmatiser que les professionnels. Je pense qu'il y a de la maltraitance partout aujourd'hui au sein de notre société, aussi, oui. Dans les familles, dans la rue. Il y a de la maltraitance, de la violence partout, et c'est ça qui doit impérativement changer. Moi, ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, dire qu'on n'améliorera pas l'accompagnement des personnes et la protection des personnes vulnérables si on ne prend pas le sujet à bras-le-corps. J'ai fait 3 saisines en fait il y a environ un mois pour travailler à la construction d'une nouvelle stratégie de lutte contre la maltraitance, une saisine de l'IGAS pour travailler sur les processus de remontée en fait, des signalements, avoir une étude. On a très peu d'études sur ce sujet-là et voir comment on peut les améliorer et ce qui pêche dans le suivi de ces signalements. Une saisine au Conseil de santé publique pour travailler sur les données. On a très peu de données. En fait, voilà,
on manque vraiment de matière, et je pense qu'il faut qu'on ait un étayage scientifique et sérieux sur ces questions-là. Et puis enfin, la conférence nationale de santé, pour travailler sur la démocratie en santé, impliquer les personnes concernées dans ces travaux et dans l'élaboration de propositions. Conférence nationale de santé qui est un peu timide dans ses expressions. Pourriez la stimuler un peu, non? C'est l'occasion de la stimuler. Je pense qu'ils sont très concernés par ces questions-là. Ils ont très envie d'y participer. Et encore une fois, c'est une priorité et elle est transversale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dans mon portefeuille. Je vais travailler avec Charlotte Cobel sur la protection de l'enfance, avec François Braun sur la santé. C'est vraiment transversal. Oui, sur les enfants, quand même, une question. Ça, ce n'est pas un problème de vision, parce que tout le monde aime les enfants. Il n'y a pas de problème de vision. Simplement, il manque de garde maternelle. Et ça, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, vous voulez à Paris trouver une crèche. Il semblerait que ce soit impossible. Mais là, on parle des personnes âgées, Pascal. Oui. Non, mais je voudrais interroger. Et après, on passera la parole à Renaud Degas. Oui, non, mais c'est vrai, c'est une vraie ministre question sur les enfants. C'est doublement. Beaucoup de questions nous ont été posées sur ce sujet. Ouais, c'est doublement difficile parce que, pareil, victime de la question de l'attractivité des métiers. On a fait une étude en juillet avec la CNAF. C'est 10 000 professionnels qui manquent dans les crèches. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de places qui sont fermées, d'accueil qui sont fermées parce qu'on n'a pas les professionnels. Et puis, il y a un manque de places. Rappelez que les crèches, c'est 40% de l'offre, 60% c'est des assistantes maternelles. Et que donc, on doit travailler à offrir un plus grand nombre de places d'accueil. C'est la volonté du président de la République avec la création du service public de la petite enfance. On va lancer des concertations dès cet automne sur ce sujet-là pour créer un nouveau droit à l'accueil du jeune enfant, pour éviter que toutes ces femmes, il y en a 160 000 aujourd'hui à peu près en France, renoncent à un emploi pour pouvoir se consacrer à l'éducation. En baissant un peu le niveau des diplômes, nous dit-on? Non. C'est pas du tout l'objectif. Au contraire, je pense que c'est extrêmement important que ces diplômes, c'est aussi la garantie de la sécurité, de la qualité de l'accueil du jeune enfant, que ce soit chez les auxiliaires de puériculture ou chez les éducateurs du jeune enfant. En revanche, je pense qu'il faut assouplir l'accès à ces professions et qu'effectivement, dans certaines conditions, on peut intégrer, on peut former des personnels dans nos établissements qui sont une autre voie, on va dire, d'accès à ces métiers. Il y a de la formation initiale, il y a aussi de la formation continue, de la valorisation des acquis de l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, le manque de personnel et de professionnels est tel qu'il faut aller plus loin dans l'inventivité pour pouvoir recruter des personnels. Vous avez parlé d'un service public pour la petite enfance et Dominique Libaud a fait un autre rapport sur les personnes âgées. Il préconisait un service public aussi d'accès aux informations, une sorte de guichet unique pour s'y retrouver. C'en est où? Est-ce que vous adhérez à cette vision d'un service public pour les personnes âgées? J'y adhère. La Première ministre l'a réaffirmé il y a 15 jours à l'occasion de la réunion annuelle de l'Assemblée des départements de France. On va travailler avec les départements à la mise en place d'un service public territorial de l'autonomie, là aussi pour mieux coordonner l'offre d'aide et de soins. Une sorte de guichet unique par département. Exactement. Ça, c'est un vrai besoin. C'est un besoin et c'est une attente des personnes. Comme je l'ai dit, c'est un vrai maquis, c'est compliqué, c'est illisible. Et demain, il faut qu'on facilite la vie des gens. À quel délai à peu près vous pensez que ce service public pourra se mettre en place dans les départements? Il y a déjà des expérimentations. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, on a créé les services autonomie. Donc il y a déjà ces premières fusions ou meilleure coordination entre le soin et l'aide. Et on va y travailler. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse généraliser d'ici 2024-2025. Les élus locaux vont jouer le jeu. Les élus locaux vont jouer le jeu. C'est une demande des élus locaux et en particulier des départements, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. On a des compétences qui sont partagées entre l'État et les départements, entre les ARS et les départements. Il y a un sujet de clarification de la gouvernance, notamment de ces services autonomie. Moi, je pense que les départements doivent être les chefs de file. Je crois profondément dans la décentralisation. Je crois profondément en une meilleure réponse aux besoins lorsqu'elle est au plus près des territoires. Donc on va clarifier ça. Décentralisation, c'est le maître mot dans le social? On n'en entend pas beaucoup parler. C'est déjà la règle aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des politiques dont j'ai la responsabilité, elles sont portées par les collectivités. Je parlais du service public de la petite enfance. Typiquement, la question qu'on va poser, compétences obligatoires ou pas pour le bloc communal, par exemple. Voilà. Ça me semble logique que ce soit les communes, les intercommunalités qui portent
cette ambition d'offrir des places d'accueil du jeune enfant à toutes les familles demain. On va écouter Renaud Degas qui va nous synthétiser les questions qui ont été posées sur LinkedIn et peut-être aussi quelques questions de lui-même. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Une question qui est qui est portée plutôt par des professionnels de santé, en forme de boutade, mais peut-être pas. Concernant les personnes âgées, n'est-ce pas vous le réel ministre de la Santé? Derrière cette question, en fait, il y a vraiment une question de chevauchement de territoire où parfois on a du mal à comprendre qui va faire quoi entre les deux CNR. Je prends un exemple. Concernant la prise en charge à domicile, on peut imaginer qu'on se retrouve avec une vision CNR Santé qui, comme d'habitude, va être un peu médico-centrée, alors même que votre ministère et votre vision du terrain amènerait plutôt à une vision, on va dire, de domicile avec un partage de l'importance des professionnels entre, par exemple, les IDEL et les professionnels sociaux, qui sont au cœur de la prise en charge quotidienne des personnes âgées. À l'arrivée de deux CNR, comment envisagez-vous d'articuler un petit peu les visions différentes qui peuvent émerger de ce travail de réflexion de terrain? Excellente question. J'ai un peu répondu tout à l'heure, mais l'objectif, justement, le fait qu'il y ait deux ministres, qu'il y ait deux ministères, qu'il y ait deux CNR, c'est précisément fait pour qu'on travaille ensemble et pour qu'il n'y ait pas une vision qui prenne le pas sur l'autre. Moi, ce que j'ai observé ces dernières années, et a fortiori pendant la crise sanitaire, c'est que le ministre de la Santé et des Solidarités était quand même très concerné, et plutôt concerné dans une approche sanitaire de ces sujets médico-sociaux. L'objectif, c'est vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on fasse évoluer en fait cette vision, qu'on fasse tomber des cloisons, enfin voilà, qu'on décloisonne, qu'on ait une approche aussi 360 des problématiques des personnes. Voilà, on va pas, on va prévoir par exemple aux 3 âges de la vie des consultations. On peut se dire que pour la consultation 60-65 ans, c'est peut-être l'occasion de faire une évaluation 360 de la situation de la personne, de des liens sociaux, de la nécessité d'adapter son appartement, un besoin d'étayer aussi en offre d'aide à domicile. Donc voilà, moi, au contraire, j'ai plutôt cette vision-là. En tout cas, c'est la mission, encore une fois, qui m'a été confiée par le président de la République et la première ministre, vraiment de pouvoir ramener ces questions médico-sociales au devant de la scène et de sortir justement d'une vision qui soit tout sanitaire de ces questions. Et M. Braun est d'accord? Bien sûr qu'il est d'accord. On a la même feuille de route et puis on travaille très bien ensemble. La solidarité à la source. Alors, beaucoup de personnes, et les personnes âgées en particulier, n'utilisent pas les droits auxquels ils ont droit, justement. 50% des personnes éligibles au minimum vieillesse ne feraient pas valoir leur droit à celui-ci. Vous en êtes où? Alors, ça marche aussi sur le RSA, où il y a ça coûte moins cher, cela dit, aux dépenses publiques, mais il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Cette solidarité à la source, c'est-à-dire que l'automatisation, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Est-ce que vous allez le mettre en place? Moi, j'ai une conviction forte et dans mon rôle aujourd'hui, c'est de redonner confiance dans notre système de protection sociale, dans notre pacte social. Et je pense que la question du non-recours, la question de l'accès aux droits, elle pose autant de problèmes et autant de défiance dans notre système que la question de la fraude. Je ne pense pas que si on travaille demain uniquement sur la fraude, on va apporter de la confiance dans le système. Je pense que la défiance, elle vient aussi du fait que, au-delà du fait que c'est une question d'égalité des citoyens et d'égalité d'accès aux services publics et à notre système de protection sociale, je pense qu'il faut avoir une vision équilibrée des choses et c'est sur ces deux dimensions-là qu'on va travailler. Et effectivement, c'est l'objectif du projet de solidarité à la source, de l'automatisation en fait des demandes, du aller vers qu'on va mettre en place, des expérimentations que je vais mettre en place l'année prochaine sur les territoires zéro non-recours, justement pour comprendre les phénomènes d'exclusion, les phénomènes de non-recours, les problématiques d'accès aux droits, parce que tout citoyen aujourd'hui dans notre pays, c'est encore une fois notre pacte social, c'est un des fondements de la sécurité sociale de 1945, c'est de pouvoir accéder à ce système de protection sociale. Le budget de la protection sociale, il est construit avec ces économies quelque part. Donc s'il y a un accès aux droits, un accès aux prestations, le budget risque d'augmenter de 10 ou 15 milliards. Est-ce que vous êtes prêts? C'est tout l'objectif. La réponse, c'est plein emploi. C'est-à-dire que notre système il est quand même financé très largement par
par l'activité, par la création de richesses dans notre pays. Ça veut dire qu'il va falloir travailler plus. C'est pour ça que, encore une fois, on pose la question aujourd'hui de notre système de retraite. Si on veut un système qui soit financé, qui soit plus généreux, il va falloir aussi travailler plus longtemps. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il va falloir aussi amener tous ceux qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi vers l'emploi. Moi, ça ne me fait pas peur. Enfin, et au contraire, je le dis, pour moi, la première dignité à apporter à une personne qui est aujourd'hui exclue dans notre pays, c'est le travail, c'est un emploi. Et c'est pour ça aussi qu'on va réformer le RSA, qu'on va créer France Travail pour pouvoir amener ces personnes très éloignées de l'emploi vers un travail. On aura retenu de cet entretien que le ministre rêve de temps en temps et n'a pas peur. Faudra marquer cela. C'est une bonne nouvelle. Dites-moi, que retenez-vous, quand même une question un peu générale mais fondamentale de sens, que retenez-vous? Alors, vous étiez directeur général de la Croix-Rouge française, que retenez-vous de la période Croix-Rouge, de la période Covid, pardon, quand vous étiez à la Croix-Rouge, et notamment de la gestion de la crise sanitaire considérable que nous avons connue dans les EHPAD en particulier, ou dans les établissements d'ailleurs. On a peu parlé de handicap dans les établissements de jeunes handicapés ou d'adultes handicapés, dans les maisons d'accueil spécialisées en particulier. Qu'est-ce que vous en retenez de ce traumatisme ? Ce que j'en retiens, c'est l'énorme capacité de résilience de notre société, beaucoup souffert, de notre pays. Il y a eu beaucoup de souffrances et de difficultés. Il y a eu aussi des belles choses. Et moi, j'étais des deux côtés, en fait. J'ai vu, parce que, comme vous le savez, la Croix-Rouge gère 600 établissements médico-sociaux. Donc la question de la vie dans ces établissements, de la continuité d'activité, etc., a été très dure. L'organisation a été complètement engagée aussi à soutenir le système de santé. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment cet élan de générosité qui s'est traduit par des dons, qui s'est traduit par des offres de bénévolat, qui s'est traduit par la mobilisation exceptionnelle des professionnels dans l'ensemble de nos établissements. Et pourquoi ? Parce que lorsque chacun se sent vulnérable, chacun se met à la place de l'autre, et c'est une dynamique qui est extrêmement positive pour notre société. C'est pour ça que je parle beaucoup de vulnérabilité, de regard sur la vulnérabilité, parce que je suis persuadé, et c'est un des enseignements forts de cette crise, que c'est l'un des moteurs en fait, de notre cohésion sociale, de notre solidarité, et un des moteurs de notre nation. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument cultiver. Le président Macron a dit, c'est un autre sujet, mais qui n'est pas éloigné, sur la fin de vie, qu'il y aura là une grande réforme, la grande réforme sociétale de son mandat. Vous allez y participer à cette réforme ? J'y participerai. Avant de bien m'ouvrir, il faut bien vieillir. C'est pour ça que j'ai posé la question du bien vieillir. Ce que j'ai dit aussi de façon très claire, c'est que cette question, elle ne doit pas se réduire à des questions telles que le suicide assisté, par exemple. Et en tout état de cause, quelle que soit l'issue du débat, ça ne doit pas être le reflet d'un échec, de l'échec de notre société, justement, qui viserait à dire que cette vulnérabilité ou cette vie ou ce vieillissement, en fait, conduirait à penser les personnes qui vieillissent, qu'elles ne sont plus utiles à la société, et pire, qu'elles sont un poids pour la société et qui les conduirait justement à faire des choix parfois regrettables. Et donc, moi, ma priorité, c'est évidemment le bien vieillir. Il y a un lien avec cette question de la fin de vie, et j'y prendrai toute ma part. Mais votre position, alors justement, parce que ce qu'a fait le comité d'éthique, c'est dire qu'il est possible de proposer une aide active à mourir. Sur cette proposition, est-ce que vous pensez que c'est parce que la loi Leonetti ne remplit pas toutes les possibilités, il reste des difficultés. Alors, est-ce que sur cette aide active à mourir, quelle est votre position ? C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer comme ça en... Non, mais il y a des trous dans la raquette quand même aujourd'hui. En deux phrases. Ce que je dis juste, c'est qu'on ne doit pas aller vers une simplification du débat. Encore une fois, c'est que... moi, ce que je veux pas, c'est qu'on demande le suicide assisté parce qu'on considère qu'être vieux dans notre pays, c'est un poids. Oui, mais là, c'est pas ça. Qu'être vieux ou que d'être fragile dans notre pays. Le comité d'éthique, il a bien précisé, enfin, il a ciblé sur une aide active à mourir. Est-ce que vous pensez que c'est une voie possible ? C'est une voie possible. C'est une question aussi de liberté, mais c'est quelque chose qui doit être extrêmement encadré dans un système aussi qui est mieux disant, je pense. Dans l'accompagnement de la fin de vie. Aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes, par exemple, de moyens dans les soins palliatifs. Donc, il y a un sujet aussi
d'organisation et de moyens qu'on met sur cette question des soins palliatifs. Donc c'est une question qui est complexe et qui doit être aussi, me semble-t-il, maniée avec beaucoup de prudence. Alors comme François Braun, vous ne deviez pas être ministre. Je crois que vraiment François Braun ne voulait pas être ministre. Et puis vous l'avez été. Alors quand on vous a annoncé, quelle a été votre première réaction? Comment vous l'avez pris? Parce que c'était une surprise pour certains, peut-être pas pour vous, mais... Si, une vraie surprise, mais surtout c'est très rapide. C'est-à-dire que ça s'est fait en 24 heures. Donc, comment on réagit en 24 En réalité, heures? vous n'avez pas vraiment le temps de réagir. Oui. Vous dites oui, vous dites non, mais là, Oui. en l'espèce, j'ai Ça ne dit oui, mais s'enfuse pas. ça se passe très vite. Et effectivement, c'était pas vraiment mon plan de carrière, parce que j'avais encore plein de choses à faire à la Croix-Rouge. Et voilà, j'ai considéré que quelque part, c'était aussi la suite d'un engagement et que ça allait pouvoir me permettre justement de porter cet engagement à un autre niveau. On arrive au terme de ce débat. Pascal, une conclusion, une dernière question? Oui, peut-être sur redéfinir ce que vous appelez, le terme est peut-être moins heureux que l'on ne croit, la fabrique du bien vieillir. Vous l'avez cité avec Philippe, mais dites-nous un petit peu. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que vous entendez par? Ça veut dire que vous êtes des outils. Moi, j'aime bien. Non, l'idée, c'était vraiment de montrer deux choses. Le côté très participatif de la méthode. Voilà, dans une fabrique, il y a plein de métiers, il y a plein de gens. C'est voilà, la dynamique aussi. Et puis surtout, le concret. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas, encore une fois, c'est qu'on repart dans une grande concertation, qu'on réinvente la roue, alors qu'il y a énormément de choses qui existent. Maintenant, il faut qu'on passe dans une phase opérationnelle. Et c'est ça, la fabrique du bien vieillir. Voilà, bien, nous terminons notre entretien. Merci d'être venu dialoguer avec nous. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci également à nos partenaires. En novembre, Oui, en novembre, nous recevrons le directeur général de l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, Nicolas Revel. Philippe et Jean-Christophe Combe, qui a dit qu'il préférait, en raison de son grand âge, tourner son regard vers l'avenir. C'était Paul Ricoeur. Il a bien fait, alors. C'était pas Henri Dunant. Ce n'était pas Henri Dunant et nous n'étions pas à Solferino. Merci, monsieur le ministre. Bonne journée à tous et toutes.